Et déjà, je me souviens l'année dernière de ma fille qui est invitée à un anniversaire. Et donc, elle me dit, ah, mais on a vu à la cour de récré, on va être tout habillé en princesse. Et moi, tu vois, no way. Non, ma fille, tu ne seras pas en princesse. Et donc, je trouve un truc entre deux, et donc elle est en magicienne. Donc, ça reste une robe, mais robe bleue, un peu moins, voilà. Presque, elle voit pas trop la différence entre magicienne et, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un peu con, en fait, ma démarche. Parce que, finalement, ce que je veux lui transmettre, qui est la notion de liberté d'être, bah, c'est pas de lui dire, t'as pas le droit d'être une princesse, c'est, t'as le droit d'être une princesse, mais tu peux être aussi une magicienne, mais tu peux être aussi une policière, tu peux être aussi une pompière, tu peux être une super héroïne. Et finalement, c'est pas tant de rejeter le côté de c'est mal d'être princesse, c'est oui, tu peux l'être. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Pascal. Salut Pascal. Salut Fabrice. Comment ça va? Ça va super bien, regarde, on est bien là. On est à Lille, sur un rooftop et il y a du soleil. Donc voilà, bam, dans vos gueules les clichés là sur le nord, sur la région nordiste. C'est faux. Non, ceci il pleut. Enfin, c'est pas tous les jours. Non, effectivement. Calmons-nous. On est d'accord. Mais pour une fois, c'est bon. On a du grand soleil. Pascal, je suis ravi de t'avoir. On avait fait connaissance à l'époque de notre mobilisation avec plein d'autres darons. C'était en mai. Il y a 2 ans, je crois, non? Plein confinement, mai 2020 là. Ouais, c'est ça. Bientôt 2 ans. Ouais. Où on s'était mobilisé pour la fête des pères autour de l'allongement du congé paternité. Et en fait, bah voilà, ça avait été l'occasion de faire connaissance. Il y avait quelques darons influenceurs. Enfin, je sais même pas comment on s'appelait quoi. Mais c'est vrai que c'était hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal. Je mettrai les liens si vous voulez parce que j'ai reçu pas mal de mecs qu'on avait reçus, que j'avais rencontrés à l'époque, pour que vous alliez écouter un petit peu les différentes histoires. Et toi, tu t'étais là-dedans. Enfin, t'étais dans ce groupe aussi parce que tu as un blog depuis. Alors attends, 5 ans maintenant, c'est ça? Depuis 4 ans, ouais. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Qui s'appelle Histoire de Papa. Voilà. Avec un S. Parce que Histoire de Daron, c'était déjà pris. Oui, c'est vrai que. Ah oui, c'est vrai. C'est fou. Ça devait pas être trop, tu vois. Je crois qu'on l'a sorti à peu près en même temps. Ah, c'est vrai. Ouais, je crois. Mais ceci dit, Daron est vachement plus. Tu vois, il y a des gens qui sont. Non, moi, Daron, je veux pas. Alors que vrai. Papa, ça passe partout, quoi. Ouais. Alors, tu parles à la fois de ton expérience de ton expérience à toi en tant que père, mais aussi tu récoltes plein d'histoires différentes et puis tu files aussi des conseils, quoi. Qu'est-ce qui t'avait donné envie à l'époque de lancer ce podcast? Ben en fait, il y a ce podcast, ce blog, pardon. Ouais, exactement. Déjà, t'as lancé un blog en 2000. Ça se faisait plus, mais ça revient, je crois. Petit à petit. Alors, est-ce qu'on dit blog, est-ce qu'on dit site, est-ce qu'on dit Moi, je milite pour le retour des blogs. C'est vrai. Ouais. Moi, je trouve que c'était fabuleux. Ouais, tu trouves que c'est un bon support? Bah oui, et puis surtout, ça permettait de pouvoir sortir des plateformes qui t'enferment un peu dans leurs algorithmes, etc. Là où t'avais ta propre plateforme, quoi. Là, pour le coup, je te rejoins complètement par rapport avec les RSS, tu vois, où tu pouvais t'abonner. Enfin bon, bref, moi, je suis un peu nostalgique de cette old époque. School, mais c'est bien, ça revient. Alors, pourquoi Histoire de Papa? Et effectivement, comme tu l'as spécifié, c'est Histoire de Papa avec des S à Histoire et à Papa, parce que j'avais pas du tout envie d'un truc, moi, ma gueule et moi, tu vois, qui soit auto-centré juste sur moi. L'idée, c'était de se dire, ça faisait 1 an que j'étais papa. Ouais, c'est ça faisait pile 1 an. Et en fait, je trouvais très peu de ressources qui parlaient des pères à cette époque. À cette époque, ça fait genre. Mais il y a 4 ans, il y en avait très peu, ça a un peu changé. Il y avait beaucoup de ressources qui parlaient des mères, mais vraiment très peu qui parlaient des pères. Et quand il y avait des ressources qui parlaient des pères, c'était parfois un peu dans des propos un peu caricaturaux, tu vois, un peu en mode les gars, on sort de la grotte pour amener le gibier, c'est ça ton rôle de père. Tu vois, et moi je m'y reconnaissais pas. C'est tellement clair, c'est tellement vrai en plus. Tu vois, c'est ça quoi. Et moi je m'y reconnaissais pas, je m'y retrouvais pas, je retrouvais pas non plus mes potes autour de moi qui étaient pères. Et du coup, je me suis dit que voilà, il manquait une ressource, un espace pour
pour parler de cette paternité à aujourd'hui. De remettre un peu de vraie vie aussi, parce que c'est souvent des projections qu'on a, j'ai l'impression de voilà ce qu'en tant que père il faut qu'on fasse, et en fait c'est des histoires qui viennent souvent plus, j'ai l'impression, de la pop culture, tu vois, où on se raconte un peu les histoires de qu'est-ce que c'est qu'un père au masculin, ouais, c'est ça. Et moi je voulais tellement éloigné des vrais gens. Moi je voulais juste des vrais gens. C'est exactement ça. Alors et mon propos c'était de dire justement pour raconter des vraies histoires avec des vrais gens, on va pas parler, je vais pas parler juste de moi, et donc l'idée c'était de se dire faut que ça soit un peu inspirant, et alors forcément il y a un biais, parce que je choisis des pères qui m'inspirent dans leur choix, dans leur vie, dans leurs histoires de vie, dans leurs histoires de paternité, et évidemment il y a mon filtre à moi évidemment, mais l'idée c'était de se dire en fait pour Nicolas qui vient d'être papa, la vie de Pascal peut-être qu'en fait il s'en balèque, mais par contre si je prends une fois l'histoire, il va pouvoir se trouver de l'inspiration une fois chez Fabrice, une fois chez Maxime, une fois chez Cédric, une fois chez Olivier, et l'idée c'était ça, et de se dire de raconter des parcours, tu vois. Je me souviens de Maxime qui habite dans le sud de la France, qui a fait un baby blues, et c'est dans les premiers que j'avais interviewé. En fait, on parle très peu de ce sujet-là, du baby blues du papa, tu vois, d'interviewer des papas le postpartum pour les pères, exactement, il est réel aussi. Des pères qui ont changé de vie professionnelle, qui avaient des super situations et qui ont dit go, je change de vie au bout de quelques années parce que je m'y retrouve pas dans mon équipe de vie. Ce qui était un peu ton cas. Ce qui a été mon cas, complètement. Voilà, l'idée c'était vraiment ça, et d'où voilà encore une fois les S à Histoire et à papa. Et après il y avait aussi cette envie de dire voilà, moi je crois profondément à la notion d'égalité. Alors c'était déjà le cas avant d'être papa. Maintenant je suis papa de jumeaux et d'une fille et d'un garçon, donc ça prend encore plus de sens. Voilà, c'est exactement. Et l'idée c'est de dire mais moi je suis persuadé que si on change le regard de la société sur les pères, on impacte, mais en douceur. Je suis pas quelqu'un qui suis dans le côté violent, je suis pas quelqu'un qui suis dans le côté militant raide. Moi je suis dans ce que je suis beaucoup plus ensemble, quoi. Comment on peut faire ensemble avancer, et pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Et du coup je suis persuadé que si on change le regard de la société sur les pères, en fait on impacte sur cette notion d'égalité, mais en douceur. Et il y avait vraiment cette envie là en fait. Je me souviens qu'on avait une discussion qui m'avait un peu marqué, où tu avais dit que pour toi, l'idée d'allonger le congé paternité, ça permettait de pouvoir remettre au même niveau les mères et les pères, et donc au final dans les boîtes, tu sais, il y a toujours ce truc, un peu cette projection du risque de congé maternité, tu vois, pour les femmes, qui en plus souvent va avec un décrochage de carrière d'une manière générale, de salaire, etc. Et tu disais en fait si on finit par mettre les mecs et les meufs au même niveau, on finit par annuler ce fameux risque maternité, quoi, qui c'est exactement qui est pas ça. Un risque en plus. Déjà à la base c'est juste un peu une bonne nouvelle en fait quand il devient parent, sauf qu'effectivement dans le monde de l'entreprise c'est pas forcément évident, et effectivement tu le dis très justement, en France là en 2022 quoi, quand même les femmes elles gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes, et en fait il y a plein d'études qui le montrent, le décrochage il se fait au moment de la maternité, où d'un seul coup tu vois la femme elle est plus vue comme une jeune professionnelle qu'elle était, mais d'un seul coup juste comme une maman. Et je pense qu'effectivement si on arrive à transformer ce risque maternité en risque parentalité, qui est porté donc aussi bien par l'homme que par la femme, du coup c'est plus un risque, ça fait juste partie de la vie de la vie au quotidien, mais aussi de la vie dans une carrière professionnelle. Donc du coup je pense que ça peut impacter positivement, mais on avait aussi un débat, je me souviens, sur cette augmentation du durée congé paternité, parce que c'est normal, on était 10, et donc forcément avec des sensibilités différentes, des envies différentes sur la durée. Oui. Sur l'augmentation de la durée. Oui, je me souviens très bien. Et effectivement, certains voulaient une durée bien plus longue, et moi j'étais plutôt de ceux qui disaient mais non, un mois c'est déjà bien, parce que moi je pense que si on parle finalement d'une vraie évolution sociétale, et moi je crois beaucoup plus au petit pas. Ouais. Je crois beaucoup plus aux petits pas, je crois plus aux évolutions qu'aux révolutions, et je pense que si on veut que ça infuse durablement dans la société, il faut y aller step by step, quoi. Ouais, c'est vrai, alors que c'est moi, t'as la ref, ouais. Ouais, j'ai la ref. Non, mais tu vois. Je suis aussi vieux que toi. Ouais, et du coup, c'est ça, pour moi, c'est pour ça que ça doit s'accompagner, et d'y aller progressivement. Parce que je pense qu'un changement radical, en fait, on va perdre les gens, les boîtes, elles sont pas prêtes, la société est pas forcément prête.
Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que à l'opposé, il y a un peu ce truc de, pour une fois qu'on change, autant changer à fond, parce que c'est toujours dur de changer, de faire rechanger éventuellement d'autres gouvernements derrière, etc. quoi. Mais c'est vrai que c'était une prise de tête qu'on avait eue au sein du groupe, de dire qu'est-ce qu'on demande. C'est ça. Comme durée, quoi. Ouais. Et c'est sûr que, alors j'ai plus en tête mais il y a très peu de mecs finalement qui prennent leur congé paternité là, parce que c'est pas obligatoire pour l'instant. C'est un peu ça qui change tout. Alors dans son ancienne version, il était pris quand même par 70% des pères. Ok. Donc not so bad quand même, mais c'était pas à 100% mais 70%. Et 11 jours quoi. Et exactement. Et sur les 11 jours, il y avait que 3 jours obligatoires. Et là dans sa nouvelle version, donc qui date du 1er juillet, donc je pense qu'il va falloir attendre 2-3 ans avant d'avoir la donnée, la data, tu vois, pour combien de pères le prennent vraiment. Dans sa nouvelle version, donc 28 jours, il y a 7 jours obligatoires. Les 3 jours naissance et 4 jours de congé pads. Voilà. Donc, voilà. C'est une incitation qui est beaucoup plus forte. Moi, je suis jamais très à l'aise. Je suis jamais hyper confortable avec ce truc d'obligation de faire un peu juridique. Et en même temps, on le voit notamment sur le nombre de femmes dans les conseils d'administration. Ouais, les quotas. Moi, j'étais à la base, spontanément, j'aurais dit je suis contre. Et en vrai, on le voit là sur les différentes après 4-5 ans de la loi, on voit que si en fait c'est la notion de quota et donc d'obligation qui fait que ça fonctionne. Donc parfois effectivement peut-être que c'est pertinent de passer par une obligation pour voilà. Pour moi le quota c'est un peu amorcer une pompe, tu sais. C'est ça. Mais ouais, c'est juste de changer un peu la culture petit à petit et de faire venir par exemple des femmes qui vont faire venir d'autres femmes alors que des mecs ils auraient que des mecs en tête. Enfin bon, ça aussi c'est un truc qu'il faut changer. Ouais. Non mais t'as raison, c'est ça. Mais je crois que c'est un peu amorcer la pompe, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Mais bref, je voudrais qu'on revienne à ta paternité. La première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, toi Pascal, de devenir papa ? Depuis quand ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? J'ai toujours su que j'allais être papa. Ouais, pour le coup, c'est même pas une question. C'était pas un questionnement. C'était un truc, une évidence avec cette idée de dire par contre, je veux pas être papa jeune. Je vais un peu kiffer, je vais un peu profiter. Je veux faire plein de choses parce que pour le coup, je sentais que ça allait être une responsabilité et un truc assez costaud à porter parce que je trouve que quand tu fais cette démarche-là, t'as effectivement une responsabilité. T'as des petits êtres qui ont rien demandé. Eux, ils ont pas demandé à arriver sur Terre. Donc c'est ton choix à toi et pour moi, du coup, c'est un choix qui se doit d'être assumé. Attends, t'avais déjà cette idée de. Ouais. Ils ont rien demandé, c'est pas moi qui. Ouais. Ok. Tu vois, moi, ça fait 15 ans que je suis en couple et on avait, au bout d'un mois de relation, on avait le prénom de nos enfants. On dit, mais en mode comme ça, mais un peu foot, un truc un peu comme ça, hyper léger, en mode un jour on aura des enfants, on en aura 2, ils s'appelleront Zoé et Hugo. Et puis la discussion a duré 5 minutes. Pouf, c'est parti dans un placard et c'est au bout de 8-9 ans où on s'est dit bon c'est cool, ça fait 8-9 ans qu'on kiffe bien et tout ça, on s'amuse bien, on évolue professionnellement, une vie sociale hyper riche, on voyage beaucoup et c'est cool et maintenant on a envie d'autre chose donc voilà et c'est là où c'est revenu. Mais tu vois il y avait un truc comme ça d'un peu d'évidence en fait. Zoé et Hugo, direct. Ouais. Et 15 ans plus tard, vous aviez pas envie de changer de prénom. Vous aviez. Non, et puis du coup, en plus, effectivement, la vie a décidé que c'est soit. Non, mais c'est ouf, oui. Non, t'inquiète, on est dehors, c'est le beffroi. On est au bord du beffroi de l'île, c'est pour ça. On va faire avec, hein, ça fait. Et la vie a décidé en plus effectivement que ça soit des jumeaux, donc du coup, voilà, parfait. Et puis que ça soit en plus un garçon et une fille, donc voilà, Zoé et Hugo. C'est quand on s'est posé la question de dire, mais au fait, comment on va les appeler ? On a commencé à faire les petites listes, tout comme tous les parents. Et à un moment, on s'est dit, on est cons quoi, en fait. On les a nos prénoms, on les avait décidés entre guillemets, tu vois, au bout d'un mois de relation. Waouh. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe quand t'apprends que tu vas avoir des jumeaux ? Des jumeaux. Moi, je t'avoue que j'ai envie de te dire des jumeaux. C'était mon plus grand flip, parce qu'il y avait des jumeaux dans la famille et je me disais putain, t'imagines, tu vas pour acheter une glace et en fait tu te retrouves avec 2 glaces. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Il y en a une qui fond. Non, je suis pas sûr que la métaphore marche, mais. Non mais si. En vrai, là, c'est bizarre parce que alors là, moi, ils ont 5 ans et demi et c'est vraiment là depuis 3-4 mois qu'il y a vraiment ce truc justement. Vas-y. C'est l'heure. Ouais, c'est ça. Faut y aller, il est 11h. C'est depuis 3-4 mois où il y a vraiment ce truc de jumeaux où ils se comparent, tu sais, en mode non mais attends, là moi regarde, j'ai 4 carottes et moi j'en ai que 3. Et puis là t'as joué un peu plus avec ma sœur, alors maintenant faut que tu passes du temps avec moi. Tu vois, voilà. Et là t'as vraiment ce truc où
comment c'est possible? Comment je peux faire pour me diviser, tu vois, me couper en deux? Mais je ne peux pas. Donc, c'est pas possible. Il faut leur apprendre. C'est leur apprendre, voilà. C'est leur apprendre effectivement que il y a du temps pour chacun. C'est toi d'être vigilant. En même temps, c'est le cas aussi dans des fratries. C'est juste que là, avec des jumeaux, ils ont les mêmes besoins au même moment, en fait. En même temps. Voilà. Et donc, c'est juste de leur apprendre, de toi d'être vigilant à être juste et à pas privilégier effectivement l'un plus que l'autre. Et donc, effectivement, de leur dire, bah là, tu vois, Zoé, je vais passer un temps avec toi, c'est cool. Et puis là, maintenant, ça va s'arrêter parce que ton frère, il a aussi besoin d'avoir un temps avec moi. Donc voilà, c'est d'être vigilant à ça. Et puis après, au-delà de le conscientiser, c'est de le mettre en pratique, quoi. Comment ça s'est passé la vie avec des bébés comme ça, des jumeaux? C'était costaud, hein, j'ai envie de te dire. Ça veut dire 2 fois moins de nuit quand même, non? Voilà, là, t'es sûr là, le sujet des nuits? Gros sujet polémique. Si tu veux. Oui, non, parce que t'as des enfants qui ont fait leur nuit assez vite. C'est ça. Et ça, du coup, c'est le sujet. Je me suis fait une fois, mais défoncer dans un parc par une maman qui, du coup, je sais pas pourquoi, m'interpelle et me pose cette question et qui, du coup, n'a pas du tout aimé ma réponse parce qu'elle était en souffrance, parce qu'elle galérait de ouf avec ses gamins qui avaient 2 ans. Donc, du coup, je trouve que c'est le sujet hyper polémique. Mais c'était quoi ta réponse? C'est qu'effectivement, t'as dit que toi c'était dur, mais parce que t'es mais moi, effectivement, nous, on a eu la chance que nos enfants ils fassent leur nuit à 4 mois et des nuits de 20h à 7h le matin, quoi. Oui. Tu vois, donc juste voilà, ça tu pourras couper. Non, on va pas couper, mais du coup c'est un vrai sujet polémique. Ça peut être trop bien aussi d'inciter les gens à se réjouir pour le sommeil et les bonnes nuits des autres parents, quoi. C'est pas parce que toi t'es en train de galérer que tout le monde est obligé de galérer en même temps, quoi. C'est vrai. Mais c'est une chance. C'est vrai que ça te change quand même la vie. Y a pas de débat où voilà, au bout de 4 mois t'as tes enfants qui dorment, ça te change la vie, quoi. Et vous avez rien fait de spécial pour je pense que donne-nous la recette, parce que tu dis quoi? Donne-nous la recette. Ouais, mais non, je pense qu'il y a, je sais pas, moi je me dis qu'il y a ce que sont les enfants déjà naturellement. Je pense qu'on n'est pas tous égaux sur le sommeil, enfin en bébé en tous les cas. Et après, effectivement, je pense qu'il y a une histoire de rituel, de cadre à mettre, de trouver le juste équilibre entre ne pas accourir au moindre pleur, mais en même temps, évidemment, c'est pas laisser les bébés pleurer un quart d'heure. Je pense que le fait qu'ils soient 2, parce que des jumeaux, je pense que mine de rien, ça les aide, parce que ça les rassure. Ils sont à 2 dans la même chambre, ça les rassure en termes de bruit, de présence, d'odeur, de voilà. Donc je pense que ça les aide aussi. Mais ça veut dire que potentiellement l'un peut réveiller l'autre aussi. Eh ben, tu sais quoi, ça n'existe pas. C'est très bizarre. Pour les nôtres. Je pense qu'ils sont tellement habitués que c'est pas le cas. Là, hier, tu vois, ma fille a fait un petit cauchemar. Je sais plus, vers 23h. Et donc, voilà, une crise de pleurs. Et, j'y vais. Et, mon fils ronflait, juste à côté. Et voilà, je pense qu'ils sont habitués, en fait. Tu vois. Waouh. Parce qu'ils dorment encore dans la même chambre aujourd'hui. Ouais, ils dorment dans la même chambre. On leur pose la question, pas régulièrement, mais tu vois, tous les 2-3 mois, parce que, tu vois, pour sonder leurs envies. Et pour l'instant, c'est un niet de ouf de dire, mais non, on veut rester ensemble dans la même chambre. Ils sont fusionnels, Écoute, c'est une vraie question aussi sur les jumeaux. Alors, moi, j'ai découvert, ouf, hein. Ouais, j'ai découvert un truc avec l'école. Il y a une espèce de directive de l'éducation nationale qui conseille plutôt fortement aux parents de séparer les jumeaux à partir de la moyenne section maternelle, pour qu'ils soient complètement séparés sur la grande section et pour que du coup ils soient plus armés pour le CP qui est un peu une transition importante. Et donc du coup nous ils sont en grande section, donc la question s'est posée dès l'année dernière. Et l'année dernière, et là cette année, parce que c'était il y a 15 jours là, la réunion avec leur maîtresse, on a cette chance où ils ont trouvé un bon équilibre, et c'est ce que vraiment les retours que nous font l'école, c'est de dire en fait ils ont vraiment chacun leur bande de potes. Alors c'est hyper cliché en plus, hein, ma fille elle a que des copines, mon fils il a que des copains. C'est peut-être un peu plus simple entre guillemets que t'es un fils et ça, une fille, je pense que ça a joué sur cette histoire et de fusion, et surtout le sujet avec les grossesses gémellaires, enfin avec les jumeaux, c'est le côté dominant-dominé en fait. Et nous effectivement ils ont chacun leur bande de potes, et en même temps ils ont ce truc de ils se matent, tu vois, en permanence. Et dès qu'il y en a un qui a un petit chagrin, d'un seul coup, t'as l'autre qui rapplique et qui dit, qu'est-ce qui se passe Zoé? Qu'est-ce qui se passe Hugo? Et c'est vraiment, enfin, nous on n'est pas à l'école, mais tu vois, c'est ce qu'on nous raconte, et c'est juste canon. Alors, ça aussi, je pense que il y a un côté un peu naturel, mais c'est aussi ce qu'on essaie de beaucoup de leur apprendre dans notre éducation, cette notion d'empathie, et de dire on prend soin des autres.
tu vois, on fait attention aux autres et on vit pas dans notre monde et notre petit nombril et ça commence au niveau de la famille parce que c'est le plus évident et pour après leur apprendre que bah non. Tu veux dire que t'as appris ça à ta fille mais pas à ton fils, hein, on est bien d'accord, parce que les garçons normalement c'est pas d'émotion, hein. Mais alors Tiens à évidemment, dire. mais évidemment. Ça pour le coup, Alors il y a c'est ironie spotted, hein, pour les gens évidemment, qui ouais, oui, t'as raison. Pardon, Second degré. C'est très ironique. Oui, pour les teams premier degré, Ouais. t'as raison. Non, ça non mais c'est intéressant pour le coup. Je trouve dans la parentalité, c'est hyper intéressant sur l'histoire de stéréotypes de genre quand tu te retrouves avec un garçon et une fille. C'est moi ça a bousculé beaucoup de choses parce que il y avait moi je me souviens, tu vois, à leur naissance, j'ai des potes qui nous ont offert des petits cadres pour leur chambre, tu vois, des petits tableaux, enfin des petits trucs voilà, avec pour mon fils quand je serai grand, je serai docteur et pour ma fille quand je serai grande, je serai princesse. Et tu vois, je me suis shit, c'est vraiment. c'est un super ami, c'est vraiment voilà, c'est Tu leur as balancé les cadres à la gueule ou pas? mais limite, j'étais mais putain, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu sais ce en quoi on croit, ce qu'on défend. Ok. Et puis il y a tout ça. Et c'est ouf en fait de se rendre compte. Enfin moi j'ai eu un peu la même expérience, mais parce que ma fille avait un cousin qui avait quelques mois de plus, tu vois, vraiment 2-3 mois de plus, et de voir en fait des bébés ce que les gens projettent sur ces deux êtres humains qui sont exactement pareils. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est juste des tubes digestifs qui dorment et qui mangent et qui font caca, quoi, tu vois. Et de tout de suite, les gens, dès qu'il y a un sourire, c'est interprété comme oh regarde comme elle est mignonne, et de l'autre oh dis donc il aime bien déconner, hein. Oh putain. Mais et c'est très juste ce que tu dis, et du coup tu vois c'est ça, c'est il y a ce que toi tu essayes de faire en tant que parent, mais à un moment donné on vit en société et donc t'as tout l'entourage, le reste du monde et le reste du monde et en même temps autres. ouais c'est ça. Non, et en même temps faire société c'est bien vivre avec tout le monde quoi, sinon on vit sur des îles désertes, tu vois, donc ça marche pas. Et ça, moi, je me suis vraiment pris en pleine face. Alors avec les potes, puis après avec la nounou, la semaine des enfants, et après à l'école. Et moi, je me revois, mais ma gueule par terre. Tu vois, mon fils qui revient de l'école en me disant, bah non, Zoé, tu peux pas jouer avec mon camion de pompier parce que les filles, ça peut pas conduire les camions de pompier. Pourquoi? Comment te dire que? Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça fait 3 ans qu'on essaye de leur apprendre différemment. Et en même temps, du coup, c'est assez intéressant. Moi, j'ai assez évolué sur le sujet. Donc, parce que je pense que la parentalité, c'est ça finalement, c'est pas de rester figé, c'est d'évoluer en permanence. Oh que oui. Et que tes enfants, ils sont très forts pour ça, ils te renvoient, voilà. Attends l'adolescence. Ouais, oh, putain, j'imagine. Et déjà, je me souviens l'année dernière de ma fille qui est invitée à un anniversaire, du coup déguisée, et donc elle me dit mais on a vu à la cour de récré, on va être tout habillé en princesse. Et moi, classique. tu vois, no way. Non, ma fille, tu ne seras pas en princesse. Et donc, je trouve un truc entre deux, et donc elle est en magicienne. Donc, ça reste une robe, mais une robe bleue, un peu moins, voilà. Et je l'amène, tout ça, voilà. Et là, je vois effectivement toutes les petites filles qui sont en princesse toute rose et machin. On peut dire aussi que tous les garçons, ils sont déguisés de façon complètement différente à chaque fois. T'as des pompiers, t'as des super-héros, t'as des machins. Non mais ouais, tu vois. Tout à fait. Il y a des chevaliers, il y a un panel beaucoup plus large. Exactement. Carrément. Et du coup machin et ma fille, bon, non sujet, limite presque elle voit pas trop la différence entre magicienne et tu vois, voilà, ils avaient 3 ans et demi à ce moment-là. Ceci dit, je rentre à la maison et je réfléchis à tout ça et en fait je me suis dit, mais c'est un peu con en fait ma démarche. Je suis un peu con parce que finalement, ce que je veux lui transmettre, qui est la notion de liberté d'être, bah, c'est pas de lui dire t'as pas le droit d'être une princesse, c'est t'as le droit d'être une princesse, mais tu peux être aussi une magicienne, mais tu peux être aussi une policière, tu peux être aussi une pompière, tu peux être une super héroïne. Et finalement, c'est pas tant de rejeter le côté de bouh, c'est mal d'être princesse, c'est oui, tu peux l'être. Mais déjà, ça veut dire quoi être princesse? Je pense que tu vois, la princesse de Walt Disney d'il y a un siècle est pas la même que la princesse d'aujourd'hui. On peut être une princesse activiste avec des causes, avec en faisant preuve d'empathie et voilà. Et surtout, encore une fois, on peut être une princesse, mais c'est juste que ça soit pas restrictif. Tu peux aussi être autre chose. Et du coup, c'était cool parce que du coup, moi, mon message, mon principe éducationnel sur ce sujet, il a complètement évolué, qui est plus de dire tout ce que je veux, c'est que tu puisses être ce que tu as envie d'être. Parce qu'au final, ce manque de lâcher, cette envie de garder le contrôle en fait sur ce que ta fille allait mettre, en disant un peu plus sur toi que. Mais oui. Que et puis c'est une projection effectivement à moi. Et du coup, en fait, en faisant ça, je lui transmets mine de rien des petites névroses, je lui transmets un truc. Et c'est pas son, tu vois. Elle a pas. Dans 10 ans en thérapie, papa, il a pas voulu que je mette en princesse à 3 ans. C'est ça. Mais c'est vrai. En même temps, tu vois, moi je trouve que la parentalité c'est compliqué parce qu'on est bombardé d'injonctions non-stop et cette question de stéréotype
de genre, elle fait partie des injonctions qu'on reçoit. Et je trouve qu'effectivement, c'est pris dans ton tourbillon de parents, faut arriver à un moment donné à mettre sur pause et de dire, ok, attends, il y a tout ce que je reçois comme injonction, ce que je lis, ce que j'entends, mon podcast, mon blog, tu vois, ce que je lis un peu mon blog. Et je sais que moi, à chaque fois que j'écris, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Comment faire en sorte de pas que mon propos soit pas de l'injonction. Tu vois, que ça soit une ouverture de chakra, que ça soit des chemins possibles, mais que ça soit pas une injonction parce que pour en subir, moi, je trouve que c'est très relou et très chiant, et donc j'ai pas envie d'être le messager d'injonction. Mais effectivement, je trouve que c'est pas facile quand t'es parent dans ton tourbillon d'arriver à mettre sur pause en disant, ok, mais en fait, moi, je veux quoi vraiment, et qu'est-ce qui me semble juste, tu vois, pour mes enfants. Je pense à ça, mais comment t'as vécu, toi, le fait quand t'as découvert que t'allais avoir un fils et une fille? Moi, j'étais hyper content. C'est vrai? Ouais, j'étais hyper content. Non, j'étais vraiment hyper content parce que ça t'a pas fait peur, en fait? Tu vois, il y a beaucoup de pères qui sont soit dans ce truc très ok, j'ai une fille, donc il y a un côté, ça va être ma princesse, justement, en tout cas elle va beaucoup m'aimer, etc. Et d'un autre côté, comme c'est un mec, c'est cool, je connais déjà, quoi, tu vois. T'étais pas dans ce truc là? Non, alors j'entends ce que tu dis, mais non. Ok. Non. Après, moi, je pense que j'ai la chance aussi, tu sais, et c'est assez injuste pour le coup dans la vie, mais je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de peur, en fait, tu vois, et du coup, je suis pas trop entravé par ça, donc je suis quelqu'un je suis un peu chiant, hein, c'est-à-dire mon cerveau a du mal à s'arrêter, mais pour autant, c'est rarement des peurs. Okay. Donc j'ai plus vu ça, moi, en mode, c'est génial, c'est un terrain d'apprentissage de l'autre monde, ça a été confirmé hyper vite, ce qui marche avec l'un ne marche pas avec l'autre, alors que c'est des jumeaux et qu'on pourrait se dire du coup voilà, et en fait non, pas du tout, parce que tous jumeaux qui sont, c'est des individus et donc des individualités à part entière dans leur personnalité, ils sont très différents, ils sont ressemblants sur certains points, mais ils sont finalement très très différents, et nous l'idée c'est plutôt d'essayer de cultiver leur différence, en tout cas leur individualité, tu vois, nous par exemple, pareil, c'est pas je lâche pas une injonction, mais nous ils sont jamais habillés pareil. Ah, j'allais t'en parler. Ouais, jamais. Okay. Nous c'est pas du tout un truc qu'on souhaite. Voilà, il y a pas de jugement, chacun a son approche, tu vois, mais nous clairement c'était quelque chose, pour le coup, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, de dire mais non, je veux pas, parce que encore une fois c'est OK, ils sont jumeaux. C'est un truc que les parents de jumeaux actuels font encore, parce que moi c'est une projection que j'avais quand on était gamin, quoi, ouais, je pense que c'est un truc un peu daté et qui voilà, mais ça existe encore un petit peu. Et puis de toute façon, c'est un monde à part, hein, les jumeaux. Tu vois, quand tu te balades, alors là c'est moins le cas, mais quand tu te balades en poussette, du coup avec la double poussette, mais tu te fais arrêter toutes les 3 minutes, quoi. Et là, c'est pas, tu vois, il y avait un côté. Il se passe quoi, alors? Ah, mais c'est des jumeaux, et puis du coup, voilà, c'est parti, la machine à commentaires, tu vois. Et au début, moi, je trouvais ça hyper relou. Mais vraiment, ça me saoulait parce que c'est vraiment toutes les 3 minutes, ça, c'est hyper chiant. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, ça a un impact complètement différent chez les gens, le fait que ce soit des jumeaux. Et en fait, moi, je trouvais ça génial. J'étais, putain, mais mes enfants, vous êtes trop forts, vous donnez des sourires aux gens. Et parce que je voyais les gens, tu sais, qui repartaient hyper légers parce que des jumeaux, il y a une espèce de fascination. 2 bébés pour le prix d'un. Ouais, tu vois, c'est ça, quoi. 2 coups à renifler. Mais t'as une vraie fascination sur les jumeaux, et voilà. Après, c'est surtout quand ils sont petits, mais là, ouais, encore que non, parce que si ça marche encore aujourd'hui. Ça marche encore, parce que quand j'en ai un dans chaque main, tu vois, moi je suis un adepte, maintenant je ne me balade qu'en sac à dos parce que j'ai besoin d'avoir les 2 mains libres, hein, tu vois, donc avant j'avais des petits sacs, tu vois, des petites mallettes machin, là maintenant je ne suis que en sac à dos parce que tu as besoin de tes 2 mains libres avec les jumeaux. Un dans chaque main. Ouais, c'est ça, et là forcément sinon tu vas te prendre des reproches. Ça se fait arrêter. Pourquoi tu prends la main de machin alors qu'en fait tu prends pas la mienne? Ouais, alors même si du coup tu vois, voilà, des fois tu peux pas, et donc du coup tu les amènes à se tenir eux-mêmes la main, c'est cool aussi, tu vois. Ah ouais. Excellent. Ouais, j'adore, c'est des jolies images, ça, j'aime bien. Démerdez-vous tous les deux, finalement. Hein? Démerdez-vous tous les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est un truc cool, là, pour le coup, tu vois, tu me parlais de ouais, il y a plein de difficultés avec des jumeaux. J'ai pas de débat, tu vois, c'est encore une fois, c'est pas comme une fratrie. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, c'est bon que c'est comme une fratrie. Bah non, 2 ans de différence, c'est des besoins qui sont différents. Là, c'est les mêmes besoins en même temps. Et c'est clairement les mêmes besoins. Et tu dois faire face. Tu sais, quand ils sont bébés, les 2 pleurent, parce que quand t'as des jumeaux, tout l'enjeu, c'est de réussir à les
synchronisé pour qu'ils fassent les biberons en même temps, sinon c'est H24, hein, donc voilà. Sauf que du coup ils te réclament le bib en même temps, tu vois, donc voilà, faut faire face. Et à un moment donné, alors quand c'est un peu plus grand, ça va, tu peux faire en mode machine, les deux chacun un transat, tu fais les deux en même temps, ce qui est pas hyper, tu les as pas dans les bras machin, mais à un moment donné quand t'es seul avec les deux, ce qui m'est arrivé plein de fois, c'est tous comme ça. Mais attends, j'ai perdu du coup le fil, qui est de dire que ouais, ils ont les mêmes besoins en même temps, et donc du coup il y a un truc cool avec les jumeaux, c'est que je pense que ça te pousse à les amener plus vite vers l'autonomie. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi une histoire de survie, quoi, tu vois. Et ouais. Et je veux dire de réussir à t'en détacher un peu aussi. C'est exactement. Ça, c'est de les amener à s'habiller seuls plus vite, à être. Tu vois, moi, ils ont 5 ans et demi. Moi, ils s'habillent tout seuls depuis 1 an et demi. Alors, je dis ça, mais en même temps, il n'existe pas un référentiel de à partir de quel âge. Hein, voilà, et on s'en fout. Chaque enfant fait à son rythme, tu vois. Mais ça, de partager à fond, en fait, à la gestion familiale, et donc du coup tu vois, de débarrasser de machin rien, je pense que ça te pousse un peu plus quand t'as des jumeaux. Bon, je sais pas si c'est une règle générale, en tout cas moi ça a été c'était quelque chose sur lequel je voulais être vigilant. Non, je comprends. Et ma fille aînée a 2 ans d'écart vraiment avec sa petite sœur, et c'est vrai que pendant la grossesse, on l'a un peu incité justement. Alors, elle était toute petite, hein, tu vois, mais ne serait-ce que, tu vois, elle avait envie de s'habiller toute seule, et c'est cool aussi parce que ça incite l'aîné à se détacher de sa petite sœur, alors que c'est sûr que c'est pas du tout la même chose avec les jumeaux, quoi. Ils sont vraiment au même stade. C'est ça. Et encore que pas complètement. Ah ouais? Ouais, pas complètement. Est-ce qu'il y en a un qui a appris à marcher plus vite, l'autre à parler, c'est ça? Mais complètement. Alors, ma fille a marché plus vite. Et parce que les filles c'est des brouillards. Non, je déconne. C'est ça. Non, mais en plus ma fille, mes jumeaux sont nés hyper prématurés. Ma fille avait un gros souffle au cœur, enfin plus qu'un souffle au cœur, un trou au cœur, donc on a dû lui faire subir une opération à cœur ouvert à ses 6 mois. What? Ouais. T'as oublié d'en parler, toi? Ah ouais, non, si, j'en parle. J'ai eu la chance de faire un TEDx en septembre dernier. J'en parle dedans. Okay. Parce que tu vois, quand tout à l'heure je te disais que j'avais la chance de pas avoir trop de peur, mais typiquement les 6 premiers mois de ma paternité ont été tellement raides et tellement loin de l'image des finales, tu sais, de ce que c'est être parent, que il y a eu ce vrai truc de dire on a passé ça, du coup on est capable de tout, et donc du coup j'aurais plus jamais peur dans ma vie. À ce point-là? Ouais, alors je peux te l'assurer, j'ai l'image. Je veux bien que tu me racontes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes enfants sont nés ils sont nés très préma, ils sont nés à 7 mois et 1 semaine, je crois. 1,1 kg pour ma fille, 1,3 kg pour mon fils. Donc tu as tout petit. Wow. Couveuse, des fils dans tous les sens. C'est que tes premiers contacts, et on parle pas de premières heures, c'est des jours et des jours. C'est, oui, tu fais du pot à pot, mais du pot à pot avec des câbles dans tous les sens. Tu vis au rythme du bip, 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 des machines qui sont reliées au cœur de tes enfants. Ça dure combien de temps, ça? Moi, mon fils, il est sorti au bout de 3 semaines de l'hôpital, et ma fille au bout d'1 mois et demi, parce que du coup elle avait cette problématique au cœur qui fait que elle arrivait pas à manger, parce que toute son énergie elle le mettait dans le fait de respirer, et donc elle pouvait pas manger, elle avait beaucoup de mal à manger. Ils ont voulu d'ailleurs à un moment lui faire une autre opération alors qu'elle était encore à l'hôpital, en mode sonde alimentaire directement dans l'estomac, qu'on a refusé, en lui disant non, on lui fait confiance, elle va y arriver. C'est compliqué en plus quand on a deux, parce que tu peux pas rester pardon, du coup je suis un peu tu peux pas rester non-stop à l'hôpital, du coup forcément, parce que t'en as deux, t'en as un qui est parti, les deux ont des besoins encore différents. Et j'ai un souvenir, tu vois, d'une scène à un moment où je quittais l'hôpital, tu vois, à 20h, Zoé, parce que Zoé y était encore, et c'est un bébé. Tu disais tout à l'heure, les bébés, c'est des tubes digestifs, machin. Et effectivement, ils sont pas encore connectés aux émotions. Et pourtant, des fois, et là, elle me jette un regard. Mais vraiment, c'était il y a 5 ans et demi, tu vois, et pourtant je l'ai en tête, un regard d'une tristesse absolue, de dire mais je veux plus être là. Enfin après c'est ton interprétation d'adulte, tu vois, évidemment, mais voilà, bref. Et voilà, et donc en fait effectivement elle avait pas l'énergie pour manger, donc c'est-à-dire que son alimentation était compliquée, elle vomissait beaucoup, mais c'était des gerbes de l'exorciste, quoi. C'était des gerbes horizontales, c'était des geysers de lait, voilà. Là je dis ça en vanne, mais en vrai c'était pas hyper fun. Et puis voilà, et puis finalement
bout d'un mois et demi, elle sort, mais de l'hôpital, mais elle sort, voilà, ça reste fragile. Si elle sort, c'est que ça va, mais voilà. Et effectivement, en gros, sur son cœur qui faisait 3 cm, elle avait un trou d'1 cm, donc énorme, un tiers. Et donc du coup, les spécialistes nous ont dit, en gros, elle peut réussir à vivre toute sa vie avec ça. C'est juste que ça sera un handicap invisible certes, mais au moindre effort physique, elle sera un peu en difficulté. Et là tu te dis donc en fait elle va pas pouvoir courir, enfin elle va pas pouvoir faire du sport, elle va pas pouvoir danser en boîte de nuit jusqu'à 5 du mat, elle va pas pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie, j'en sais rien, parce que tu vois je sais pas, on projette tout ce qui demande un peu de l'effort physique, et tu dis j'ai pas envie de la priver de ça. Et donc la solution c'est quoi? Opération à cœur ouvert. Ça fait peur, mais en même temps tu te dis voilà, est-ce que c'est vraiment un choix? Et en fait nous on s'est dit c'est pas un choix, on va le faire et on a hyper confiance. C'est des opérations qui sont lourdes mais qui sont maîtrisées, plus tu le fais sur des nourrissons, mieux ça permet de récupérer. Et effectivement tu vois, voilà, c'est 10 jours d'hospitalisation, donc elle récupère hyper vite. À 6 mois. À 6 mois. Wow. Et en même temps tu sais, on arrive dans cet hôpital. On est tourné à 7 mois et demi, en vrai, ça fait 3 mois. Ouais. Ça fait 3 mois de vie, quoi. Ouais. C'est ouf, hein. Wow. Non, je te dis, le début est très costaud. Mais, et on arrive dans cet hôpital et on voit tous les parents, autour de nous, de nourrissons qui allaient subir la même opération et qui étaient dans une souffrance, dans une peur, dans un désarroi hyper fort qu'on comprenait. Et nous, on n'était pas là-dessus. J'ai le souvenir, tu vois, il y avait ma maman, du coup, qui est venue à la maison pour regarder mon fils, le temps qu'on aille à l'hôpital. Alors, elle est là pendant 10 jours, mais nous, on s'est pas absenté pendant 10 jours, donc c'est, voilà, pour le coup, voilà, avec des jumeaux, donc une logistique pour pas que mon fils se sente abandonné à la maison, tu vois. Donc des logistiques entre Lille et Paris. Et, voilà. Et ma mère nous dit la veille de partir, mais vous vous rendez compte, demain vous partez à l'hôpital faire une opération à cœur ouvert. Et parce qu'elle nous voyait très serein, et on dit mais c'est la chose à faire. On sait que c'est ce qu'il faut pour elle. On a confiance et c'est tout. Et ça va bien se passer. Et ça va le faire. Mais je pense que c'est vraiment cette histoire encore une fois, de tout ce qu'on avait vécu sur la naissance des enfants, qu'on avait vécu, qu'on avait surmonté. Moi, j'ai une image, un peu barge, mais où je suis assis sur des marches de l'hôpital et j'ai cette conscientisation de dire putain, tout ce qu'on est en train de traverser. Mon fils est sorti de l'hôpital mais pas ma fille, mais on est sur la fin, et de se dire et de voir le mot peur qui sort de ma tête, un peu comme tu sais comme dans un cartoon, tu vois, en mode nuage, et de le voir partir et de dire on y arrive, on fait face. Nos enfants, ils ont besoin qu'on soit solide, qu'on soit confiant, qu'on soit serein, et c'est ce qu'on leur doit en fait, c'est notre responsabilité pour qu'ils récupèrent mieux de tout ça, quoi. Et donc adieu la peur. Ouais. Vraiment, mais même dans tout c'est rare, les pans de ta vie. Ouais, c'est assez rare que j'y sois confronté. Ouais, tu vois, quand il y a voilà, mais je te parlais du TEDx que j'ai fait, tu vois, c'est un truc dans l'absolu qui peut faire hyper peur. Et en fait, moi, je me suis dit, voilà, on le fait. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Au pire, je fais un truc dégueulasse. On fera en sorte de l'oublier. Tu vois, que ça disparaisse dans les méandres du web. Au pire, au mieux, c'est cool. Et ça me permet de porter un message qui me tient à cœur sur la paternité. Voilà, quand je me retrouve à faire des conférences en entreprise, tu vois, devant 200, 300 personnes, pareil. Tu vois, je me dis, je veux pas me poser ces questions-là. Que ce soit sur l'ordre professionnel ou sur l'ordre personnel, voilà, ça m'arrive, hein. La peur, c'est aussi un instinct de survie, tu vois, quand tu roules à 200 km/h sur l'autoroute, tu dis j'ai peur, c'est bien, faut freiner. Tu vois, ouais. C'est important aussi d'avoir peur. C'est un signal, c'est une émotion qui est aussi un signal pour dire attention, il y a danger potentiel, quoi. Mais donc je dis pas que j'ai plus jamais peur, je trouve que on est entravé parfois par des peurs qui me semblent pour moi pas légitimes et qui empêchent juste d'être. Tu vois, et moi c'est un truc hyper important pour moi d'être dans ce choix de vie. C'est-à-dire j'ai un truc, je sais pas pourquoi, parce que tu sais, mais pas, j'ai cette chance-là. Alors, à part ce dont on vient de parler, mais j'ai pas vécu de grands drames dans ma vie, dans ma famille. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un truc de dire que la vie, elle est hyper précieuse, qu'on en a qu'une. Alors moi, je suis pas croyant, je crois pas en la réincarnation, machin. Et donc, du coup, j'ai vraiment cette idée de la vie, on en a qu'une. Du coup, elle est hyper précieuse.
et j'ai envie d'en faire quelque chose de chouette et de joli. Je veux vraiment essayer de profiter de tout, de la vie, de toutes les expériences de la vie, et de transmettre ça évidemment. Alors à mes enfants, mais pas que. Moi, dans mon changement de vie professionnel, c'est très lié à la notion de transmission. Et voilà. Et du coup, d'essayer de dire la vie, c'est plein d'expériences, c'est plein de trucs galères, mais en même temps, ça se compense par des trucs chouettes. Encore faut-il les voir. Moi, je suis persuadé que tu vois, la vie, elle offre plein d'expériences à plein de gens qui sont différentes, on va pas se mentir, en fonction des milieux dans lesquels tu évolues, j'ai pas de débat, et j'ai la chance moi d'être dans un environnement, tu vois, où voilà, où je peux avoir plein d'opportunités, mais je pense qu'on a tous plein d'opportunités. La différence, c'est souvent est-ce que je les vois ou pas, est-ce que je sais les saisir ou pas, et c'est là où rentre en compte la peur. Voilà, et moi j'ai envie, ouais, c'est vraiment un truc auquel je pense très souvent. Et du coup de dire non, je veux juste profiter, je veux juste vivre pleinement, mais pas du tout dans un truc égoïste, hein, pas du tout dans un truc auto-centré, c'est pas ça, ça m'intéresse pas. C'est vraiment ce côté encore une fois, dans la transmission, dans le partage, dans l'expérience de vie, et de voilà. Et Zoé va mieux, son cœur va mieux aujourd'hui? Oui, alors t'as raison, c'est marrant que tu dis ça, parce que tu vois, parce que pour moi c'est aussi une peur que tu projettes en tant que parent, tu vois, une fois que t'as eu un enfant qui a été opéré comme ça. Elle va super bien. Ouais. Non, elle va super bien. Et là, on en parle parce que du coup, voilà, c'est cet exercice-là d'interview, c'est du coup aussi introspectif. Tu vois, et la façon dont tu le mènes amène à ça. Et c'est cool, c'est chouette. Mais ça fait plus partie de notre quotidien. Elle a eu une fragilité pendant les 2 premières années où du coup, elle nous a enchaîné des bronchiolites. Et du coup, de par sa fragilité, des bronchiolites hyper raides. Donc du coup, on a fait 3, je crois, 6 jours aux urgences, de 5 jours. Voilà, là, elle est suivie par sa cardiopédiatre une fois par an, tu vois, et tout va bien. Tout va bien, elle est pleine de vie, pleine d'énergie. Elle a une cicatrice, sur son torse. Alors, en tant que femme, il va falloir l'accompagner parce que même si c'est léger, parce qu'on fait très bien les choses aujourd'hui, ça reste au niveau de la poitrine, donc entre les seins. Donc, faudra faire en sorte que ça n'entrave pas sa féminité, mais en même temps, c'est son histoire. Ça fait partie de son histoire et on en parle. On en parle. Elle sait ce qui lui est arrivé. Voilà. Ouais, c'est cool. Enfin, je trouve que oui, je suis très d'accord avec toi. Tu parlais de ton changement professionnel, qui a été déclenché aussi par la paternité, c'est ça? Ouais, complètement. En fait, moi, j'ai été, pour faire simple, tu vois, cadre sup, dans communication, management, pendant 13-14 ans, canon, hyper bien. J'ai appris plein de choses, c'était une super expérience. Et mes parents, je bossais beaucoup, et et quelques mois avant la naissance des enfants, je me suis un peu interrogé sur justement le père que j'avais envie d'être. Moi, je crois beaucoup à la notion d'exemplarité dans la vie en général, et je me suis interrogé sur le père que j'avais envie d'être. J'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire par exemplarité? Je te coupe, mais sur l'exemplarité, ouais. Je crois à cette notion d'incarner ce qu'on pense qui est important pour soi, et l'incarner pleinement. C'est-à-dire que tu peux pas. Je me vois pas. Enfin, je trouve que ça fait pas sens d'apprendre à mes enfants, tu vois, justement à prendre soin des autres. Si toi tu le fais pas. Tu vois, enfin, il y a une dichotomie, t'es pas aligné, ça marche pas, et du coup les enfants ils peuvent pas comprendre. Tu vois, encore une fois, on a la chance de vivre dans un environnement qui est privilégié. C'est hyper important pour moi de le faire comprendre à nos enfants. Et donc depuis tout petit, ils savent qu'il y a un sac qui est accessible, ou quand leurs habits sont trop petits, c'est Vinted et tout ça. Moi j'estime que nous notre comme des petits colibris, tu vois, ce qu'on peut apporter, c'est de dire, non, on va pas récupérer l'argent sur ça, on va les donner. Et donc, en fait, ils le savent, il y a un sac qui est dédié à ça, dans l'appart. Et donc, quand leurs affaires sont trop petites, on valide, c'est vraiment trop petit, quand même pour eux, parce que, c'est normal, ils peuvent avoir forcément la juste perception. Ils savent que ça va dans ce sac-là, et ils disent, ce pull, encore hier soir, elle me l'a fait, Zoé, ce pull, il est trop petit, donc je vais le mettre dans le sac pour donner à d'autres enfants. Et c'est ça, si toi, tu tiens ce discours-là, mais que toi, tu le fais pas, voilà. Donc, la notion d'exemplarité, elle est pour moi au quotidien. Elle est vraiment au quotidien dans ce que t'es, dans ce que tu dis, dans tes actes, dans tes c'est donner corps à tes idées.
Tu vois, sinon ça reste que les. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise mais tout le temps, c'est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. C'est, tu sais, moi je crois beaucoup à cette notion d'équilibre. Le mot juste dont je parle beaucoup, tu vois, donc que j'utilise souvent, c'est ça. Et en fait, c'est de trouver ce juste équilibre entre du coup tes idées et puis ce que tu mets en pratique. Sinon, ça reste juste au niveau des idées et c'est cool. On a besoin d'idées, mais je pense que pour les enfants, si tu le traduis pas par des actes, bah voilà, ça fait pas complètement sens quoi. Et donc. Ouais, du coup, on s'est perdu. Attends. Non, c'est moi qui t'ai perdu parce que je t'ai demandé ce que tu voulais dire par exemplarité, mais tu parlais effectivement de ce changement professionnel. Et voilà. Et du coup, effectivement, donc je me suis posé la question de quel père j'avais envie d'être. J'ai regardé qui j'étais au niveau professionnel, et en fait, au niveau professionnel, je bossais énormément, avec une valeur argent qui était hyper forte, avec un côté très individualiste parce que c'était la culture de la boîte, et je me suis dit avec plus trop de sens et je me suis dit du coup ça matche pas, j'ai l'impression d'avoir deux personnes, tu vois, quand je me regardais dans le miroir je voyais deux personnes complètement différentes et je me suis dit c'est pas ça que j'ai envie d'être pour mes enfants. Voilà, vraiment cette prise de conscience et du coup de se dire ok go, on fait ce choix de négocier son départ alors que tu vois t'as quand même ton entourage qui te dit mais t'es ouf, tu vas être papa, encore plus de jumeaux. Là, pour le coup, c'est les peurs des gens. C'est des projections. De dire, mais ça coûte un bras les couches, ça coûte et puis voilà. Et moi, j'avais ce truc de dire, mais je sens que ça va être un bouleversement dans ma vie. Il y a là. On y va, mais jusqu'au bout, tu vois. Et donc, y compris sur la vie vie professionnelle. J'allais dire, on peut peut-être dire aux gens de faire attention quand ils viennent donner leur avis sur des changements que d'autres personnes en face de vous. Faites gaffe, est-ce que les choses que vous êtes en train de leur dire sont des projections que vous êtes en train de leur coller à la tronche qui viennent de vous, quoi. Mais les avis, c'est souvent ça, en fait. Et en vrai, moi, je me rends compte. Les autres sont des miroirs, c'est terrible. Mais tu vois, et je me rends compte, en fait, que même quand t'es là dans une approche un peu de conseil auprès des gens, en fait, c'est un sujet qui m'interroge beaucoup parce que tu vois, moi, là, j'anime des conférences sur le sujet, là, et en fait, tu dis, les gens, ils peuvent comprendre que quand ils expérimentent, quand tu leur partages des choses, des conseils, des expériences, des machins, ils entendent. Ok, mais ça reste un peu, tu vois, au niveau un peu macro, quoi. Tu sais, ça reste, ok, j'entends, c'est des mots. Mais en fait, c'est que quand t'expérimentes les choses que tu comprends, tu peux donner tous les conseils du monde. En vrai, c'est quand t'es confronté à la situation. Tu vois? Et moi, du coup, ça m'interroge sur tout ce truc qui fait partie de moi, de ce que je suis, tu vois, d'être dans ce partage-là et de dire, ok, c'est cool. C'est peut-être un peu inspirationnel, mais en vrai, voilà, les gens, c'est quand ils vivent le truc, ils comprennent, quoi. Clairement. Voilà, bon. C'est pour ça que tout ce qu'on fait là, tu vois, on dit des trucs, tu vois, mais en fait, c'est important de les vivre, quoi. Mais en fait, mais du coup, tu vois, mais c'est cool quand tu reviens après de te dire ah putain, en fait, moi par exemple, il y a des interviews que je réécoute 3 ans plus tard où je me dis putain, mais en fait, je l'avais pas capté comme ça sur le moment. De ouf. Mais du coup, je trouve que ça t'amène aussi, du coup, en tout cas moi, j'essaye vachement d'être dans c'est pas facile, hein, mais franchement, c'est pas facile, mais d'être dans une démarche d'humilité. C'est de se dire, en fait, ce qu'on fait, ce que j'essaye de faire, c'est voilà, moi tu sais des fois quand on me demande ce que je fais dans la vie, quand je suis un peu en mode un peu lyrique, tu vois, je me dis, mais je dis aux gens que je suis un jardinier, mais pas en mode, tu vois, dans la terre. C'est moi mon job, c'est de planter des graines. Après, ça m'appartient plus. C'est aux gens de les faire grandir. Mais moi, j'essaie de planter des graines et je pense qu'il faut rester, je déteste le il faut, donc pardon. J'essaye de rester humble et de dire, voilà, moi, je plante des graines. Je plante des messages. Voilà, c'est important pour moi. Je pense que ça contribue à quelque chose, que ça a un point d'impact. Voilà. Après, mais tu sais, sur l'histoire de notre engagement sur le congé paternité, je me souviens après, enfin 3 mois après, quand ça a été annoncé sur l'augmentation, tu vois, on a eu aussi des réactions différentes entre nous. Et je vais pas nommer parce qu'on s'en fout, c'est pas le sujet, mais tu vois, t'en as certains, ouais, c'est notre loi et machin, c'est grâce à nous. Et moi, tu vois, moi, c'était pas mon approche. Mon approche, c'était de dire, on a peut-être mis un coup de projecteur. Après, c'était une réforme qui faisait consensus, oui, qui était dans les tuyaux, mais Emmanuel Macron, globalement, il avait besoin d'un petit virage à gauche, donc ça rentrait dedans, ça faisait un consensus plutôt global. Voilà, nous, on a juste mis un coup de projecteur. Et je trouve que, enfin voilà, moi je trouve que c'est important d'avoir ce truc-là, tu vois, de se dire que c'est bon quoi, en vrai. Tu vois, dans tout ce qu'on fait, on apporte des petites choses, mais voilà, faut rester, voilà. Est-ce qu'il y a de quoi? Mais non, mais du coup, changement de vie, nanani, nanana, et toutes ces questions que je me suis posées. Donc, du coup, effectivement, j'ai décidé de devenir indépendant depuis 5 ans. Ouais. Et ça fait 6 ans, bientôt 6 ans. Ouais. Et en fait, comment ça se goupille avec ta vie de père aujourd'hui, cette nouvelle vie? Alors,
c'est un chemin, hein. C'est-à-dire que la réponse que je t'apporte aujourd'hui, Oui. elle aurait été hyper différente il y a 6 ans, et peut-être que dans 6 ans, elle sera complètement différente. Tu vois, voilà. Je te disais tout à l'heure que je crois au côté, au côté de la vie, voilà, et qu'elle est précieuse, mais j'ai fait tellement de fois le constat que la vie, rien n'est figé, que par définition c'est mouvant, et que du coup la vérité d'un jour c'est pas la vérité de demain, et voilà. Donc encore une fois, un peu d'humilité. Tu vois, voilà, là, ma réponse, elle ne vaut que pour aujourd'hui. Moi, ça m'amène beaucoup plus de liberté. Ça m'amène beaucoup plus de liberté et de choix. Alors, il y a des fois où j'ai pas le choix, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai des engagements professionnels qui font que, voilà. Mais tu vois, cet après-midi, tu le vois, là, il fait hyper beau, machin. Bah, du coup, j'ai décidé de pas bosser, et on va aller acheter des plantes avec mes enfants, et puis après, atelier, jardinage, machin, rien. Parce qu'on est mercredi. Parce qu'on est mercredi, parce qu'ils sont pas à l'école. Oui, bien sûr, évidemment, t'as raison. Parce qu'on est mercredi, qu'ils sont pas à l'école. Je fais pas ça tous les mercredis. Ça serait mentir, tu vois. Je vais pas te dire que je suis le mec qui bosse pas tous les mercredis. C'est pas vrai. En fait, moi, j'adore bosser. En vrai, j'adore bosser. Donc, du coup, c'est comment équilibrer ça. Et en fait, ce que j'ai observé avec le temps, c'est ce que moi j'appelle des déséquilibres temporaires. Et encore une fois, en fait, je trouve qu'on a souvent tendance à regarder sa vie à petite échelle, en fait, sur une semaine, sur 2 semaines. Et moi, je trouve que c'est intéressant de la regarder plutôt, alors, c'est pas la regarder sur 10 ans, mais la regarder sur 6 mois. Et quand je regarde ça, moi, j'ai des périodes où je bosse beaucoup et j'ai des périodes où je bosse très peu. Et en fait, du coup, quand je bosse beaucoup, c'est pas hyper ok pour moi parce que ça m'éloigne de mon objectif d'avoir du temps pour mes enfants. Et en même temps, je sais que dans un mois, que c'est temporaire et que du coup, dans un mois, je vais avoir beaucoup plus de temps. Depuis que je suis indépendant, je suis parti pendant 2 mois d'été. Les 2 mois d'été. Ce qui veut pas dire que je ne bosse pas. Ça m'arrive sur les 2 mois, tu vois, de me bosser pendant 2-3 heures, mais globalement, et ça veut pas dire non plus que je suis les 2 mois avec mes enfants. C'est pareil. J'ai besoin d'avoir une semaine avec mes potes. J'ai besoin d'avoir quelques jours à 2. Voilà. Mais il y a beaucoup de temps avec les enfants. Mais voilà. En fait, c'est ça. C'est de se dire, du coup, j'ai ce choix-là d'équilibrer les choses et donc j'ai des moments où je taffe beaucoup et j'ai des moments où je taffe moins. Il y a un moment que j'adore. Mais ça c'est lié notamment aux 2 ans de crise sanitaire. C'est quand je bosse à la maison, je bosse pas tout le temps à la maison, c'est d'être là à 16. Mes enfants, ils ont une nounou pour l'after school et pour la pré-école et pour le mercredi. Et pour autant, j'adore être là à 16h30 quand ils rentrent de l'école et prendre le goûter avec eux de 16h30 à 17h. C'est un moment qui est pas toujours cool. Typiquement, je l'ai fait hier. Je le fais, tu vois, 2 fois par semaine en moyenne. Et hier, c'était un moment où ils avaient passé une mauvaise journée. Et en fait, pendant une demi-heure, c'était pas du tout un moment cool pour moi parce que ça a été la décharge émotionnelle de tout le monde. J'ai passé une demi-heure à gérer des crises. Par contre, pour eux, je trouve c'est canon parce qu'en fait, ils ont cet espace-temps en fin de journée où ils déchargent ça. Mais après, la journée, elle est pas terminée. Et donc, en fait, de 17h jusqu'à 19h30, où ils vont aller se coucher, ils ont 2h30 sur lesquelles ils peuvent profiter pleinement parce qu'ils ont fait cette décharge. Alors que si je les retrouve à 18h, 18h30, 19h, en fait, ils restent avec ça. Et donc ça, c'est un moment que j'adore. Et il y a des moments, il y a des fois, c'est hyper cool parce qu'ils ont passé une bonne journée. Il y a des fois, c'est juste dégueulasse. Et hier, c'était dégueulasse. J'ai pris cher. Je me suis fait défoncer. Ils m'ont hurlé dessus pendant une demi-heure. C'est tout. Là, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, tu te dis, si, allez, c'est bien pour eux. J'en chie, mais c'est pas grave, c'est bien pour eux. Est-ce qu'il y a un truc ou plusieurs trucs que tu aurais aimé savoir avant de devenir père et que tu aimerais partager? Ouais, c'est hyper intéressant cette question. J'aurais aimé savoir. En fait, oui, j'aurais aimé savoir des choses. Je suis pas sûr que j'aurais été en capacité de les entendre. On reconnecte à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu peux entendre des choses, mais c'est quand tu les vis. Je crois que j'aurais aimé entendre que tout passe. C'est un truc que je dis souvent, moi, aux futurs parents. Là, j'ai des potes qui viennent d'être parents de jumelles. Et c'est ce que je leur dis depuis des mois. C'est-à-dire que quand t'es dans des moments d'intensité hyper raide, en gros, moi, ce que je dis, moi, je trouve que les 2 premières années avec des enfants, c'est quand même une logistique hyper raide. Le 2-4 ans, t'es dans la gestion émotionnelle qui est hyper raide. Et nous, en tout cas pour les nôtres, on voit un vrai switch à partir des 4 ans où là t'es sur autre chose et où c'est voilà, il y a beaucoup plus d'échanges et machin. Mais du coup, ouais, des fois t'es dans des espèces de tourbillons. Alors là, je te parle, tu vois, je t'ai fait un truc 2 ans, c'est tout passe, mais ça prend du temps pour que ça passe. Mais effectivement, voilà, ça, que tout passe, que quand t'es en galère, quand t'enchaînes, quand t'enchaînes, c'est pas ça, mais quand t'as 2-3 rendez-vous, séjours aux urgences, et tu te dis mais c'est pas ça va pas être ça ma parentalité, ça va pas être ça ma paternité tout le temps.
ça. Non, mais en fait, c'est des moments, ça passe. Quand t'as effectivement la gestion émotionnelle où l'enfant il est débordé par ses émotions, que c'est dur pour lui, mais en même temps, c'est déjà dur pour nous en tant qu'adultes. Donc oui, comment ça peut ne pas être autrement pour les enfants? Mais tu te dis putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et tu te dis non, en vrai, voilà, ça, tout passe quoi. Imagine Zoé et Hugo tombent sur ce podcast dans 10 ans. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que j'essaye de faire au mieux, que je suis persuadé qu'ils auront des failles, tout en... Bon, ils auront 15 ans et demi, hein, ils auront des failles. Ils seront en plein, ils seront au moment où on découvre ces failles peut-être. Non, mais je pense que c'est ça, c'est se dire que voilà, ils seront... Je suis pas un papa parfait. En même temps, heureusement, c'est chiant. J'essaye de faire au mieux. Tu vois, ça m'arrive de gueuler sur mes enfants. Il y a 2 mois, voilà, il y a eu un moment émotionnel où on a perdu mon beau-père. Voilà, et je rentrais de l'enterrement de 2 jours. Je suis rentré avec toute ma charge émotionnelle. J'ai pas du tout capté que au moment où j'allais passer la porte, les enfants qu'on avait fait garder du coup par les potes étaient eux dans une autre énergie. Et j'ai fait une erreur, c'est-à-dire qu'en fait je me suis pas reconnecté à moi, tu vois, sur un petit espace de voilà on va dans le décalage dans lequel on va être. Du coup je te les ai défoncés parce qu'ils étaient hyper excités, moi j'étais pas du tout là-dedans, donc je les ai hyper engueulés. Et quand je les ai couchés après je me suis mis merde, j'ai hyper mal fonctionné, j'ai mal réagi. Et du coup on en a parlé au petit-déj le lendemain matin. Et en fait je trouve ça cool finalement parce que je veux pas leur donner un truc de dire bah non ça existe pas un monde où on crie pas, parce que c'est un monde de bisounours et la vraie vie elle est quand même hyper dure, je trouve. Le monde il est quand même assez violent et j'espère il le sera un peu moins dans 20 ans pour eux, mais voilà. Mais je le maîtrise pas de toute façon, donc voilà. Par contre ce que je peux maîtriser c'est effectivement leur apprendre que des fois on est débordé par ses émotions, que c'est pas cool, mais que l'important c'est d'en avoir conscience, de l'impact qu'on a. Et là que j'avais mal agi, mais que j'avais pas pu faire autrement, et je leur ai expliqué pourquoi j'avais pu faire, et que je me suis excusé, et voilà. Alors, et du coup avec leur regard hyper mignon, mais c'est pas grave papa, tu sais, c'est rien, on t'aime, c'est pas grave, voilà. Mais bon, tu sais, parce que la perception elle est différente forcément entre eux et moi. Donc leur dire que j'espère que ouais c'est ça, qui comprendront qu'on a fait au mieux, qu'on a fait probablement pas tout bien, évidemment, qu'ils auront leurs failles, qu'en même temps être adulte, ça fait partie c'est aussi ça, c'est faire avec ses failles, que j'espère qu'ils auront pris. Ce qui est le plus important pour moi, c'est cette notion encore une fois, d'équilibre entre la liberté d'être, d'avoir toujours le choix dans leur vie, que la vie elle est précieuse encore une fois, donc ils l'amènent comme ils l'entendent, et en même temps d'être auprès des autres, tu vois, en gros. Mais mes 2 piliers éducationnels, j'aime pas trop j'aurais pu trouver un truc plus mieux, j'aurais pu trouver un truc plus juste. De valeur, c'est ça que tu veux dire. Tu sais, c'est pour moi c'est la confiance en soi et l'empathie. Okay. Parce que je pense que quand tu as confiance en toi, tu peux tout faire dans la vie, et que du coup, quand tu as une juste estime de toi, une juste confiance en toi, justement, tu peux être un peu moins travé par tes peurs. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de leur apporter. Et l'empathie, parce parce qu'on vit dans un monde et que du coup les autres sont importants. C'est un peu, tu vois, les deux. C'est ce que je voudrais s'ils écoutent ça dans 10 ans, dans 20 ans, j'espère qu'ils auront ça dans leur cœur, dans leur tête. Si tu l'as incarné, normalement ça devrait le faire. J'espère. On espère. Ouais. Un grand merci à toi Pascal. C'était super. Merci à toi Fab, c'est cool. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe Lesquimo qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi, et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.